on se rend compte qu'il y a un loup qui n'est pas dit au public, puisque le public aimerait que la justice soit plus ferme depuis des années et des années, et malheureusement ça n'est pas du tout le cas, et depuis 20 ans on n'est pas allé une seule fois vers plus de fermeté, pas une seule fois. Quel est l'état de la justice en France ? Droits des victimes, droits des accusés, moyens matériels et financiers, les demandes des magistrats. Quel tableau peut-on faire de la situation de la justice en 2022 ? Nous allons en parler dans cette émission avec Pierre-Marie Sève, directeur général de l'Institut pour la justice, une association composée de citoyens et de victimes, d'experts du monde judiciaire, mobilisés pour une justice qui mette les victimes au centre. Le droit en débat avec l'ECLJ sur RCF Alsace. Bonsoir Pierre-Marie Sève. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, dans une émission il y a un mois, le 5 mars, Aude Mirkovic nous avait fait part de ses réflexions sur la justice, sur le droit et sur ce qu'est réellement le juste. Du coup, j'en profite pour rappeler aux auditeurs qu'ils peuvent écouter le podcast sur le site d'RCF et profiter de cette réflexion donc d'Aude Mirkovic. Aujourd'hui, nous allons parler de la justice de manière un peu plus concrète, essayer de clarifier quelques a priori. Et la première chose sur laquelle j'aimerais beaucoup revenir, c'est une tribune importante qui avait fait beaucoup parler, qui a été publiée en novembre 2021, qui a été intitulée l'appel des 3000 magistrats et d'une centaine de greffiers, qui disait en substance « Nous ne voulons plus d'une justice qui n'écoute pas et qui chronomètre tout ». Alors, c'est une énorme majorité de magistrats qui ont signé ça. Ma première question, Pierre-Marie Sève, pour avoir autant de magistrats mobilisés, quel est ce problème ou les problèmes dans la justice française qui font largement consensus ? Alors, à l'origine, cette tribune, elle avait été signée, alors déjà, vous l'avez dit, plus de 3000 magistrats qui l'ont signée en quelques jours, donc ça a été assez fulgurant. 3000, c'est en grosso modo la moitié des magistrats en France. Donc voilà, il y en a plutôt 8000, mais en tout, on avait plus de la moitié des magistrats en France qui ont signé cette tribune en l'espace de 2 ou 3 jours. Donc ça avait fait suite au suicide d'une jeune femme, magistrat, qui avait des problèmes personnels et professionnels. Donc voilà, et puis cette tribune pointait du doigt les problèmes dont vous avez parlé, qui font consensus au sein de la magistrature, qui sont essentiellement les problèmes de moyens. Et en fait, c'est plus que au sein de la magistrature, ce consensus, à peu près tout le monde est d'accord pour dire que la justice en France est pauvre. Alors elle est pauvre depuis des années. Historiquement, le pouvoir central se méfiait beaucoup des juges et donc n'a jamais trop donné de moyens à la justice française. Maintenant, c'est assez problématique aujourd'hui puisque quand on fait des comparatifs internationaux et notamment européens, c'est là qu'on se rend compte que c'est là que le bas blesse vraiment. La France est très largement en retard, tant au niveau du budget de la justice qu'au niveau des moyens en termes de personnel. Alors je pense par exemple aux juges du siège. Donc les juges du siège qui sont les juges qui jugent à proprement parler, à différencier avec les juges du parquet, qui eux sont les procureurs, donc ceux qui font les enquêtes et qui demandent des peines, mais c'est ensuite les juges du siège qui décident. Je vous fais un petit schéma rapide. Et donc au niveau des juges du siège, on est en manque. Et puis surtout, c'est encore plus grave, c'est au niveau du parquet justement. Au niveau du parquet, la France a un nombre de procureurs par habitant qui est très 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 largement inférieur aux autres pays européens. Il y a un investissement massif qui devrait être fait en termes de nombre de magistrats. Et puis d'ailleurs, ça continue aussi en termes de nombre de greffiers, de nombre d'assistants de justice. Tous ces chiffres-là, la France est largement à la traîne. Alors, la première conséquence de ce manque de moyens, c'est le délai de traitement des affaires. Ça, on le comprend bien. Mais qu'est-ce que ça peut signifier d'autre pour la justice que des délais excessifs, qu'il y ait un manque de moyens? Qu'est-ce que ça peut créer de mauvais en plus pour les citoyens? Alors avec les délais viennent pratiquement en corollaire la mauvaise qualité de la justice.
C'est-à-dire que les juges qui déjà, alors moi j'en discute avec des parquetiers régulièrement, les parquetiers, une journée normale c'est 21h, 22h, hein, c'est une journée normale. Donc on ne voit vraiment pas, on ne devient pas juge pour se tourner les pouces, ça c'est sûr. Et ils sont extrêmement rares les juges qui se tournent les pouces et en général ils ont une carrière qui va pas très loin. Donc voilà, il y a le problème de la qualité de la justice quand ils travaillent jusqu'à pas d'heure, quand ils ont un temps chronométré et limité pour rendre leurs décisions. Évidemment, ils vont aller plus vite sur les faits, ils vont moins réfléchir, ils vont moins peser le pour et le contre, ce qui est pourtant la base de ce que doit faire un magistrat et un juge. Donc on peut s'attendre à une justice de moins bonne qualité quand elle a moins de moyens, moins de temps, moins de moyens en termes de personnel, etc., etc. Que pouvez-vous nous donner comme chiffre représentatif de la situation actuelle en France ? Eh ben, j'avais noté, là, je vous les retrouve à l'instant, c'est marrant, c'est une coïncidence, mais j'avais noté il y a quelques jours, là, le nombre de procureurs pour 100 000 habitants en France. Oui. Donc, dans la moyenne européenne, on est à 11,25 procureurs pour 100 000 habitants. Dans la moyenne des pays proches de la France, c'est-à-dire Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Italie, on est à 8 procureurs pour 100 000 habitants. En France, on est à 3. Donc vous voyez, il y a une certaine... Ce qui veut dire que chaque procureur a 2 fois plus, voire 3 fois plus d'affaires à traiter que dans un pays, que dans un de nos pays voisins. Donc vous imaginez à quel point, oui, la surcharge de travail du coup est énorme. Donc en termes de chiffres, il y a celui-ci, le nombre de procureurs. Les juges du siège, c'est pratiquement la même chose. On est à 21 juges du siège pour 100 000 habitants en Europe. On est à 10 en France, donc vous voyez. Pour les greffiers, c'est la même chose. 60 greffiers pour 100 000 habitants, on est à 34 en France, donc encore la moitié. Et puis le budget annuel, alors là, le budget annuel, bon, là ça c'est beaucoup moins facile de comparer puisqu'il y a des tout petits pays et des pays avec un pouvoir d'achat beaucoup plus faible que la France. Mais en gros, le budget par habitant dans nos pays voisins, Allemagne, Espagne, Italie, etc., on est à 84 euros par habitant. En France, on est à 69. Donc, on est toujours les derniers de notre groupe de pays voisins. Donc, il y a vraiment, ça, ce sont les chiffres qui sont régulièrement utilisés ces derniers mois et qui sont tout à fait valables, quoi. Alors, on met aussi en cause l'exécution des peines. L'exécution des peines, par définition, font appel à des fonctionnaires. Est-ce que là aussi, il y a un manque de moyens qui se fait ressentir ? Oui, parce que alors là, ça fait appel aux policiers, je dirais, puisque lorsqu'une peine a été prononcée, lorsqu'une peine de prison ferme est prononcée, il y a ce qu'on appelle le mandat de dépôt. Donc, quand le juge dit, alors monsieur, vous avez commis un vol, donc vous allez être condamné. Alors là, bon, un vol, c'est le mauvais exemple, puisque pour un vol, on va rarement en prison en France, mais vous avez commis une agression sexuelle, vous allez être condamné à 3 ans de prison, on va dire. Alors, coup de chance, 3 ans de prison, c'est plus de 1 an. Et en France, quand on est condamné à 1 an de prison ferme, on ne va en principe pas en prison, sauf exception. Donc pour 3 ans, vous avez été condamné, monsieur, à 3 ans de prison pour une agression sexuelle. Je ne vous prononce pas de mandat de dépôt. Le mandat de dépôt, ça veut dire, quand le juge prononce un mandat de dépôt, ça veut dire que la personne va aller directement en prison. Elle ne va pas être relâchée, elle ne va pas être laissée libre. Le plus souvent, il n'y a pas de mandat de dépôt et donc la personne retourne chez elle et attend ensuite que la police vienne la chercher pour lui dire écoutez, vous allez purger maintenant votre peine. Donc en principe, on devrait se dire c'est l'histoire de quelques jours, mais il se trouve que non, c'est loin d'être l'histoire de quelques jours. Bien plus souvent, c'est l'histoire de plusieurs mois, voire même dans certains cas, là, c'était une statistique que j'avais vue, donc en permanence, ce nombre de peines de prison qui ne sont pas exécutées, qui sont en attente d'exécution, en permanence, il y en a entre 90 et 100 000, ce qui est un nombre absolument énorme, sachant qu'on n'a même pas 90 000 places de prison. Et sur ces 100 000 peines de prison en permanence en attente, il y en a 5% qui ne vont pas être exécutés dans les 5 ans qui suivent la décision du tribunal. Et donc, au bout de 5 ans, il y a prescription, et donc ces peines ne sont jamais exécutées. Donc ce sont des personnes qui ont commis des faits assez graves pour être condamnées à de la prison ferme en France, pour ne pas être condamné à des mesures alternatives, etc. Il faut quand même y aller, pour être honnête. Donc vous pouvez vous dire qu'il y a 5% de chance, bon un petit peu moins si on fait le calcul, il y a 5% de chance quand vous êtes condamné à la prison, d'y échapper comme par magie. Autre sujet qui a fait l'objet d'une réforme en 2021, ce sont les remises de peine.
Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs ce qu'est une remise de peine et ce qui a été réformé? Alors les remises de peine, c'est un autre système. Les remises de peine, c'est il y avait jusqu'à très récemment 2 systèmes de remise de peine. Il y avait premièrement les remises de peine automatiques. Donc ça, déjà, c'est un scandale en soi dont on pourrait discuter des heures. Et puis il y a les remises de peine pour bon comportement. Chacune de ces remises de peine pouvait aller jusqu'à 2 mois et demi par an. C'est-à-dire que si vous aviez un bon comportement, en plus avec les remises de peine automatiques, tous les ans, le service pénitentiaire pouvait vous enlever 5 mois à votre peine. Donc en gros, vous faisiez la moitié de la peine, quoi. 5 mois sur 12. Alors il se trouve que depuis quelques mois, là, depuis le mois de décembre, la loi a changé. Le ministre Éric Dupond-Moretti a changé la loi et il a dit, magnifique, tout le monde était très heureux d'ailleurs, nous le premier, et moi-même je l'ai félicité sur Twitter pour tout vous dire, il a dit, je vais supprimer les remises de peine automatiques. Ce qui paraît être du bon sens. Comment voulez-vous que que les condamnés aient l'impression de payer leur dette à la société si automatiquement, sans qu'ils aient fait quoi que ce soit, on leur divise leur peine par 2? Ah oui, mais même s'ils se sont mal comportés en fait. À moins qu'ils se soient particulièrement mal comportés, mais vous voyez, regardez l'exemple de l'assassin d'Ivan Colonna. Lui, s'était particulièrement mal comporté avant même d'avoir tué Ivan Colonna. Et puis, il se trouve qu'il bénéficiait des remises de peine comme tout le monde. Donc, il y avait ces remises de peine automatiques de 2 mois et demi. Et il disait... Alors, c'était ça l'entourloupe. C'est qu'il y avait vraiment une entourloupe d'après ce qu'il disait. Donc, il disait, sur les 2 mois et demi de remise de peine automatique et les 2 mois et demi de remise de peine liées au comportement, je vais supprimer les peines automatiques. Nous, on se dit, excellent. Sauf que finalement, dans le projet de loi, on se rend compte que les 2 mois et demi de remise de peine automatique sont bien supprimés, mais les 2 mois et demi de remise de peine dues au bon comportement sont étendus jusqu'à 6 mois par an. C'est-à-dire qu'on va encore plus loin. Et on sait malheureusement que le système pénitentiaire français étant complètement débordé, ces remises de peine automatiques vont être, pas systématiquement, mais quasiment systématiquement, attendues, et on va aller systématiquement aux 6 mois ou presque. Donc vous voyez que finalement, comme d'habitude dans les dernières lois pénitentiaires des 20-30 dernières années, à chaque fois qu'on nous dit qu'on va avoir plus de fermeté, en surface, c'est ça. Hein. Il y a un très bon exemple aussi, c'est Dupond-Moretti qui a aussi dit qu'il supprimerait les rappels à la loi. Finalement, il remplace les rappels à la loi par des doubles rappels à la loi, ce qui est pratiquement la même chose. Ça ne change pratiquement rien. Donc, comme à chaque fois, les lois pénitentiaires, les lois justice nous disent on va aller vers plus de fermeté, et finalement, on se rend compte qu'il y a un loup qui n'est pas dit au public, puisque le public aimerait que la justice soit plus ferme depuis des années et des années, et malheureusement, ça n'est pas du tout le cas, et depuis 20 ans, on n'est pas allé une seule fois vers plus de fermeté. Pas une seule fois. Alors je laisse les condamnés pour parler de l'aide aux victimes. Qu'est-ce qui pose problème, d'après vous, d'après votre association, dans l'aide aux victimes aujourd'hui en France ? Alors, ça peut être un petit peu long à vous expliquer, mais je peux vous faire un petit peu une genèse du sujet. C'est-à-dire que le système français, la procédure pénale française, elle est de type inquisitoire. C'est-à-dire qu'on estime que c'est l'État qui mène, inquisitoire ça fait référence à l'Inquisition sans tout ce qui est négatif, toute l'image négative autour, mais ce qui veut dire que l'État mène l'enquête et l'État, étant impartial et neutre, cherche la manifestation de la vérité. Et donc on estime, l'État, donc c'est donc les enquêteurs et les magistrats, on estime que ce sont eux qui doivent mener l'enquête. À la différence de l'Angleterre, par exemple, où là, dans le système anglais ou anglo-saxon, ce sont les parties qui mènent l'enquête et qui, on dit, chaque partie a intérêt à la manifestation de la liberté, et l'État n'est simplement qu'un juge neutre qui va dire oui ou non au vu des éléments que m'ont apporté les parties. Il se trouve que cette personne est innocente ou cette personne est coupable. Et la tradition française date donc du début du 19e siècle, et avec le temps, on s'est rendu compte que l'équilibre des droits des parties avait été modifié. C'est-à-dire que depuis les années 90 et les années 2000, sous pression du droit anglais européen, donc la CEDH principalement, mais pas uniquement, la Cour de justice de l'Union européenne aussi, le Conseil constitutionnel aussi, qui est sous influence anglo-saxonne, ils ont donc largement élargi les droits de la défense, c'est-à-dire de ceux qui sont accusés. Et donc, depuis, alors il y a un très bon exemple, c'est la loi Guigou du 15 juin 2000, qui est une loi
une loi très anglo-saxonne dans son esprit, dite de la présomption d'innocence, donc qui ajoute beaucoup de droits à la défense. Là, par exemple, c'est le droit à l'accusé dès la première heure de garde à vue. Donc les enquêteurs, aujourd'hui, avant c'était pas le cas, mais depuis cette loi du 15 juin 2000, doivent systématiquement téléphoner à l'avocat. Dès le début, ils ne peuvent pas commencer la garde à vue sans avoir prévenu l'avocat qui doit arriver le plus vite possible. Même un autre exemple, l'été dernier, on a proposé, ça a été proposé, c'est un amendement qui a été voté au Parlement, que le gouvernement n'a pas osé conserver, mais quand même ça a été voté au gouvernement, c'était imposer la présence des avocats lors des perquisitions. Donc vous imaginez, vous êtes policier, vous allez perquisitionner un homme qui fait du trafic de drogue, il faudrait prévenir l'avocat en amont et l'avocat devrait être présent à la perquisition. L'effet de surprise est complètement supprimé, ça n'aurait aucun sens. Et donc toute cette évolution-là, elle fait qu'aujourd'hui, donc les accusés ont beaucoup de droits, des droits d'avocat à tire-larigot, tandis que les victimes, elles, sont restées sur l'ancien mode inquisitoire du début du 19e. Ce qui fait donc que, et aujourd'hui c'est perçu et c'est ressenti par beaucoup de Français, et notamment par l'Institut pour la justice, c'est même le but de notre action, c'est faire en sorte que cet équilibre des droits redevienne plus équilibré, plus équitable. Et donc il y a tout un tas de droits que nous demandons, que les victimes demandent. Et le premier étant le droit à l'appel lors des cours d'assises, notamment lorsque les décisions du juge ont été inférieures aux réquisitions du procureur, c'est-à-dire que quand une personne a été condamnée, le procureur disait « cette personne a commis un crime, on va la condamner, il faut la condamner à 10 ans de prison ». Si le juge prononce 12 ans de prison, la défense a le droit de faire un appel, mais si le juge prononce 6 mois de prison, là les victimes n'ont pas le droit de dire « écoutez, moi je trouve que c'est trop peu, au vu de ce que j'ai subi, c'est beaucoup trop peu, donc je décide de faire appel ». Aujourd'hui ça n'est pas possible, et nous c'est le genre de mesure que nous demandons. Voilà, on va finir l'émission sur cette demande. Merci beaucoup Pierre-Marie Sève pour vos explications sur la justice en France. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée sur RCF Alsace et puis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Droit en débat.